قلت لكم طلب مني إدارة المحور الأول، وكما تفضلت قدمته صديقتنا هو سيتعلق بالوضعية الحالية للإفلات من العقاب في خصوص كل من أجرم في حق الصحفيين، كذلك الشهادات وتحديد المسؤوليات. كما تراوا التحقوا بنا صديقاتنا لتقديم الشهادات، واحنا ارتأينا انه نقدموا الشهادات ثم يقع الالتحاق في المرحله الثانيه بهذا المنبر من قبل اصدقائنا وصديقاتنا لتقديم المداخلات. باش ما نطولش عليكم، خاصة وأني الحقيقة نشارككم معايا في حاجة، الوقت محدد جدا بالإضافة إلى التأخير، أنا عندي فقط ساعة للشهادات وللمداخلات، بالتالي باش تبدا صورة واضحة. الشهادات معناتها ماهيش باش تفوت 7 دقائق، في حين المداخلات فيما بعد ان شاء الله ما تفوتش 10 دقائق، باش نخليو لكم الفضاء للمشاركه في النقاش ولي معناتها الاستفاده اكثر منكم ومن بعضنا. نقدم لكم السيدات اللي باش يعطيونا شهاداتهم. الحقيقه انا فرحانه برشا انه على هذا المنبر أجد النساء مقابلة بالصباح، لم أجد على هذا المنبر إلا الرجال. نرحب بهم برشا. على يميني ناتالي دوناديو، وهي أرملة المرحوم لوكا مبروك دوليغا اللي معناتها ضربوه بلاكريموجين لو 14 جونفي في شارع الحبيب بورقيبة، ووفاه الأجل وتوفى نهار 17 جان في 2011. باش تعطينا شهادتها وباش تحكي لنا زاده من وقتها لتوا شنو هي البروسيدور وشنو تعرضت وشنو شفت، وهي تلاحق من قتل زوجها. عندنا التيمونياج الثانيه على يساري مدام فايزه الماجري اللي تعرضت الى اعتداء فاحش ان صح التعبير، معناتها اعتداء لحد كما تقول لي هي معناتها ضرب نتاع قتل، نتاع رغبه في القتل على يدين اعوان الامن، وكان هذا نهار 9 ابريل 2012، وهي معناتها صحفيه كانت تخدم في RTCI، وباش تقسم معاكم هذه الشهاده مؤثره جدا. زميلتنا وصديقتنا معناتها في الشهاده الثالثه نلقاو اروى بركات، وهي صحفيه في نواه، كانت في نواه، تعرضت الى اعتداء كذلك من قبل الامنيين بمناسبه تغطيتها لتظاهره وقت كانت تذكروا في 2015 تظاهره منيش مسامح اللي عملوها الطلبه في باب سعدود مش غلطه نهار 30 نوفمبر 2015. كيف معناتها باش تقسم معاكم هذه الآلام وماذا حصل من وقتها إلى تو. الكلمة إلى معناتها ليهم توا بكل ما أوتينا من سماع وإحساس، لأنه كلمات مؤثرة. نعطي الكلمة إلى ناتالي. Que le tir de grenade lacrymogène qui a causé la mort de Luca Dolega a été tiré par un policier en tenue au milieu d'une dizaine de policiers stationnés à petite distance de quelques journalistes porteurs de brassards et couvrant une importante manifestation qui avait lieu à proximité de l'avenue Bourguiba. Aucune enquête n'a été ouverte par l'autorité judiciaire compétente, en l'occurrence le procureur de la République tunisienne. Pas plus qu'un juge d'instruction n'a été désigné pour instruire sans délai cet événement inhabituel qu'était et est encore à ce jour la mort d'un correspondant de presse causé par un tir policier en dehors même d'une manifestation éloignée. À notre connaissance, aucune enquête n'a même été diligentée par les forces de l'ordre, les forces de police elles-mêmes, par les autorités supérieures du policier, ni au niveau judiciaire, ni au niveau administratif. L'État français, considérant qu'un de ses nationaux avait été tué dans des conditions suspectes, a, au travers du procureur de Paris, pris par contre l'initiative, dès le rapatriement du corps, d'ouvrir une information confiée à un juge d'instruction parisien. Le juge a ordonné l'autopsie du corps. Il a ainsi été établi par les experts balisticiens que la grenade avait été tirée à hauteur d'homme, alors que la règle veut que ce type d'arme
soit tiré en l'air. Le juge a ordonné les relevés d'ADN, ainsi que l'expertise de la bombe, dont le culot avait été ramassé par un photographe qui se trouvait auprès de Luca Dolega. Lorsqu'il a été touché, il a entendu tous les témoins de la scène, tous journalistes ou reporters photographes. L'expertise du corps a conclu à une mort par tir tendu d'une grenade lacrymogène. Ensuite, le juge d'instruction a ordonné une commission rogatoire, conformément aux règles de la procédure internationale et aux conventions qui lient les deux pays. Elle a été exécutée par un juge d'instruction tunisien. Celui-ci a entendu ou fait entendre par les services de police compétents plusieurs hauts responsables de la police lors des premiers jours de la révolution du Jasmin. Cet homme était l'un des grands patrons de la police sous la présidence de Ben Ali. Au moment de son audition, plus d'une année après la mort de Luca, cet homme était incarcéré et poursuivi, dit-il, pour avoir dirigé les forces de police lors des grandes manifestations au cours desquelles des manifestants avaient été tués par les forces de police. Cet homme a affirmé qu'au moment de la mort de Luca, il n'y avait pas eu de désordre particulier dans les services de police, que tout était parfaitement organisé et que les ordres étaient parfaitement suivis. Il a affirmé que les bataillons de policiers étaient répertoriés sur des listes tenues parfaitement à jour et que l'on savait parfaitement qui était le policier dans le groupe qui portait les grenades. Il indiquait qu'il suffisait pour l'identifier de retrouver les listes des groupes de policiers qui étaient évidemment conservés. Il ajoutait que le service central connaissait l'existence de ces listes, qu'elles étaient fiables et qu'il serait donc facile d'identifier les responsables du tir opéré sur Luca Dolega. Le juge d'instruction tunisien n'a, semble-t-il, pas cru opportun d'aller lui-même perquisitionner les services en question et a préféré demander au directeur des services du moment de les fournir. Celui-ci a donc été entendu et a démenti formellement l'existence de ces listes, a soutenu que la police, dès le premier jour de la Révolution, avait été totalement désorganisée et que l'on ne pouvait jamais retrouver quoi que ce soit qui puisse être utile à la manifestation de la vérité. Pour un Français, il est difficile, voire impossible, de se prononcer sur les responsabilités qui ont présidé à l'impunité. Deux choses semblent claires cependant. Certes, les autorités politiques et policières tunisiennes ont eu sans aucun doute des problèmes extrêmement graves à résoudre après les premiers jours de la Révolution. Mais il est constant que les autorités policières et judiciaires tunisiennes auraient parfaitement eu le temps d'enquêter de façon indépendante avant même leur saisine par une commission rogatoire française. En tout cas, il est certain qu'elles auraient pu ouvrir une information judiciaire au moment même où elles ont été saisies par la commission rogatoire. Et enfin, à la lecture de la commission rogatoire retournée en France au jugement d'An, on a le sentiment que le juge d'instruction tunisien s'est montré peu curieux, qu'il n'a pas voulu aller plus loin que la contradiction flagrante entre les deux grands patrons de la police et qu'il n'a pas voulu enquêter de façon sérieuse. En un mot, qu'il n'a pas voulu en savoir davantage et qu'il n'a pas instruit de façon professionnelle. Force a été pour le juge d'instruction français de clôturer l'instruction par un non-lieu, devant ce qui avait été analysé comme une volonté de la Tunisie de cacher le nom du policier qui a tiré sur Luca Dolega. Si le nom de ce policier avait été connu, il aurait ensuite été délicat de savoir si ce policier avait agi dans l'intention de savoir s'il avait reçu un ordre du responsable du groupe ou d'un supérieur de tirer sur des journalistes, afin de les empêcher de rendre compte, ou s'il s'agissait d'une simple bavure, même si le tir tendu à hauteur d'homme est interdit et dangereux. Pour conclure, on peut affirmer que la Tunisie a refusé de savoir, ce faisant les crimes commis par les forces de police, au moins de la base, sans rester impunie.
Pour conclure, je souhaitais remercier l'accompagnement qui a été fait par Reporters sans frontières depuis 2011, aussi bien dans ce que je viens de vous expliquer que dans la création de la fondation Lucas Dolega et de la mise en place d'un prix photographique. Aujourd'hui, nous en sommes à la 6e édition. Merci. Merci Nathalie pour ce témoignage émouvant. En cette journée internationale de la lutte de la fin de l'impunité des crimes contre les journalistes, j'apporte ce témoignage qui n'est qu'un quotidien vécu par les journalistes tunisiens qui manifestent du harcèlement quotidien et de l'intimidation que vivent les journalistes en exerçant leur travail. En fait, c'était le 30 septembre 2015. Il y avait une manifestation organisée par l'Union générale des étudiants tunisiens, l'UGET, pour sensibiliser sur la gravité du projet de loi de réconciliation. Donc, après la manifestation au sein de l'université, c'était à Beb Saadoun, les étudiants et les militants de UGET se sont regroupés pour faire une marche jusqu'au ministère de l'Enseignement supérieur. Et j'étais avec mon collègue, le caméraman Mohamed Ali Mansali, pour couvrir cet événement. Et on était en train de filmer jusqu'au moment où les flics ont intercepté la manifestation à coups d'insultes et en basculant les manifestants. Et on était en train de filmer ce qui s'est passé pour rendre compte de cet événement. À un moment, il y avait un flic en civil qui s'est adressé à mon collègue, il l'a bousculé, il a arraché sa carte presse. Ensuite, d'autres flics, ils se sont regroupés, ils ont arraché la caméra de mon collègue. Après, ils l'ont entraîné au poste de police de Bebsuira. Entre-temps, j'étais en train de filmer cette scène, l'agression de mon collègue. À un moment, il y avait des 4 ou 5 flics qui se sont regroupés pour m'arracher ma caméra aussi. Et le même flic, il m'a arraché ma carte professionnelle de mon cou, il l'a déchirée. Et ils ont tout fait pour arracher la caméra, mais j'ai résisté. Et avec l'aide des manifestants, on a réussi à nous échapper. Je dis bien à nous échapper avec la caméra. Donc après, en fait, au poste de police, mon collègue, la caméra de mon collègue a été confisquée. Ils ont supprimé toutes les vidéos, les séquences vidéo qui témoignent de l'agression des manifestants. Après une demi-heure, ils l'ont libéré sans prendre son témoignage, voilà. Donc, entre-temps, après on est parti au syndicat national des journalistes pour porter plainte, et qui nous a soutenus, et avec le conseil de l'avocate Imen Bjewi, elle nous a conseillé aussi de porter une plainte personnelle. Ce jour-là même, il y avait le chargé de communication avec la presse à l'époque, Walid Loghini, qui m'a contacté le jour même. Et il m'a demandé de se présenter au ministère de l'Intérieur pour comprendre ce qui s'est passé. Et voilà. Donc on s'est rendu l'après-midi, après 2 heures, au ministère de l'Intérieur avec mon collègue. Et on a expliqué ce qui s'est passé. Et après, il y avait l'inspecteur général du ministère de l'Intérieur qui nous a convoqués qui s'est engagé à ouvrir une enquête interne. Ils ont pris notre déposition et on a dû, en fait, entre-temps, raconter tout ce qui s'est passé à 4 ou 5 flics. Entre-temps, à chaque fois, il y a un flic qui se ramène et qui nous demande qu'est-ce qui s'est passé, et on doit raconter la même histoire plusieurs fois, ce qui était assez fatigant. Et après, le secrétaire, en fait, l'inspecteur général, il s'est engagé qu'il y aura une enquête interne et qu'il y aura une confrontation avec les agresseurs, surtout qu'on peut identifier facilement
ceux qui ont porté atteinte au travail journalistique ce jour-là. Il y avait la vidéo qui témoigne en images et en son de ce qui s'est passé. Donc il m'a dit que le lendemain ou dans 2 jours, je serai convoquée pour la confrontation. Jusqu'à ce jour, après 1 an, j'ai eu aucune convocation de notre avocate, Imen Bjevi. On est parti après 2 jours pour porter une plainte personnelle au poste de police le plus proche de l'événement. L'événement s'est passé à Bab Saadoun, donc on est parti au poste de police à Bab Saadoun. À ce moment-là, le responsable il nous a dit que c'est compliqué, qu'il ne pouvait pas prendre notre déposition à l'encontre de ses collègues, et en plus, ce n'était pas la zone géographique dont il est responsable. Donc, en demandant ce qu'il fallait faire dans ce cas, il m'a dit qu'il fallait s'adresser au poste de police de Bebsuira, là où mon collègue a été agressé et arrêté. J'ai dit que c'est absurde de s'adresser aux agresseurs pour porter plainte. Il m'a dit que vous n'avez pas le choix. Voilà, on a terminé quand même la procédure. En attendant en fait juste un taxi pour aller à Bebsuira, il y avait le même flic qui s'est ramené en disant « Je vous conseille d'aller au district de Bab Saadoun. Comme ça, vous évitez d'être confronté aux agresseurs. Essayez avec le district. » On est parti au district de Bab Saadoun et il nous a raconté, le responsable, la même histoire, que la zone géographique concernée, c'est Bebsuira et ce n'est pas Bab Saadoun. Donc, et en même temps, il a insisté au fait de ne pas s'adresser au poste de police de Bebsuira, mais plutôt au district de la Médina. C'est mieux si on ne veut pas être confronté aux agresseurs. Alors, on est parti avec mon collègue au district de la Médina. Et là, on a demandé à rencontrer le chef du district de la Médina. Et il fallait raconter la même histoire aussi aux flics à l'accueil, et après à un autre flic pour nous dire qu'il n'est pas là. Et en insistant que c'est urgent et qu'on devait en fait rencontrer le chef district, qu'on allait l'attendre, il nous a autorisé à monter les escaliers. En arrivant à l'étage, en fait, il n'y avait personne, les bureaux étaient vides. Et il y avait au fond un bureau où c'est écrit que c'était le bureau du chef du district. On a frappé à la porte, personne ne répondait. On a attendu pendant 20 minutes, 30 minutes. Et il y a un flic en civil qui se ramène pour nous demander qu'est-ce qu'on fait là, alors qu'on a déjà expliqué 2 ou 3 fois qu'est-ce qu'on faisait là. On a raconté l'histoire, il nous a dit « Ok, on va voir avec le chef du district ». Il est entré au bureau, après en souriant, il est revenu, il nous a dit « Il vous attend ». En rentrant au bureau du chef du district de la Médina, on était abasourdis en fait, parce qu'au fond du bureau, sur son majestueux bureau, c'était en fait l'agresseur lui-même qui était là. Donc on était étonnés, et qui nous demandait qu'est-ce que je peux faire pour vous. On a raconté la même histoire, qu'on est là pour porter plainte contre des agresseurs le 30 septembre, contre des journalistes. Ils ont effacé les séquences vidéo. Il nous a dit oui, c'est votre droit et vous pouvez vous adresser au bureau à l'étage en bas. À l'étage en bas, on arrive pour déposer plainte. Le secrétaire, il n'est pas là. On doit attendre le secrétaire une demi-heure. Quelqu'un d'autre arrive entre-temps pour nous demander qu'est-ce qui se passe. On raconte la même histoire. Après, il y a les flics qui ont effacé les séquences vidéo qui arrivent eux-mêmes pour demander à mon collègue qu'est-ce qui s'est passé. Il raconte la même chose au même flic. Donc on a répété encore l'histoire 3 ou 4 fois, ce qui est fatigant, ce qui est intimidant, et c'est du harcèlement. J'appelle ça du harcèlement. Après, le secrétaire qui va prendre la déposition, il arrive, il commence à écrire. Et là, à chaque phrase, à chaque paragraphe, il faut rectifier. Parce qu'il veut imposer ses propres mots, ce qui ne correspond pas à la réalité. Et à chaque fois, je lis la déposition et je trouve des fautes, je trouve du non-sens et je demande de réécrire la déposition.
Après, il y a un autre secrétaire qui arrive pour réécrire la déposition. On est sorti du poste de police vers 17h, 18h, alors qu'on est arrivé à midi. Donc après, j'ai demandé à avoir une autorisation pour faire un examen médical à l'hôpital. Et là, il refuse. J'ai dit, c'est mon droit, j'étais agressée. Il me dit, non, il n'y a pas d'agression physique qui apparaisse. J'ai dit, non, j'ai été agressée au niveau de mon thorax, j'ai mal et j'ai besoin de ce certificat. En insistant sur mon droit, il a fini par me donner l'autorisation et je suis partie sur le coup à l'hôpital Charles-Nicolle. Et là, ils m'ont donné un certificat de repos de 10 jours avec des médicaments désantalgiques. Après, pour terminer, en fait, j'ai déposé ce certificat au syndicat des journalistes pour qu'ils poursuivent, pour qu'ils puissent suivre l'enquête et le dossier. Et notre avocate, Imen Djei, elle pourrait vous dire plus sur ce qui s'est passé après. Parce que jusqu'à ce jour-là, je n'ai eu aucune confrontation ni avec ni à l'inspection générale, ni au poste de police. Et je voudrais insister sur quelque chose, c'est que ça a l'air intimidant et fatigant, mais c'est ce qu'il faut faire à chaque fois. Parce qu'avec ces agissements-là, ça décourage mes collègues, les journalistes, à porter plainte jusqu'au bout et à continuer. Donc il ne faut pas baisser les bras. Et il faut savoir que l'impunité entraîne l'impunité et qu'il faut faire face à cette injustice-là et que il faut en fait trouver des résolutions et des solutions et que les agresseurs ou les agresseurs soient punis et soient entraînés en justice comme tout le monde pour que cette impunité s'arrête. الكلمة توا مدام فايزة المجري لتقديم شهادتها. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais parler en français. Ce n'est pas parce que je ne parle pas l'arabe comme on le pense bien. C'est juste pour rendre hommage à Luca Mabrouk de Lega et à Nathalie Donadieu, son épouse, et pour qu'elle puisse comprendre directement. Je voudrais aussi dire que je n'ai pas l'impression d'avoir été agressée. Quand je vois un mort, quand je vois quelqu'un partir, définitivement, j'ai l'impression de parler d'une écharde. Une petite écharde de rien du tout par rapport à une poutre qui tombe sur la tête d'une personne, d'une famille, et une poutre qui nous tombe aussi sur la tête de la Tunisie. C'est une honte. J'ai honte d'être tunisienne quand on ne sait pas se battre pour quelqu'un qui meurt chez nous. Et excusez-moi, je suis désolée, Nathalie Donadieu, je m'excuse pour ce qui se passe et ce qui s'est passé contre votre mari. Bon, maintenant je vais être très rapide, parce qu'il s'est passé contre moi, disons que c'est presque du gâteau. Je voudrais parler du 10 janvier. 10 janvier 2011, nous sortons. Une vieille madame comme moi sort pour être dans le groupe de ses amis. Ce n'était pas encore le 14. J'ai des photos, j'ai des images, j'ai tout ce qu'il faut pour dire que j'ai été tabassée, agressée physiquement par des molosses. Je ne vais pas dire flics. C'est trop facile de dire flics, mais je vais dire des policiers. Parce que ces policiers-là, nous les payons avec nos impôts. Nous ne les payons pas pour qu'ils nous tabassent, nous les journalistes. Et qu'on s'entende bien. Donc, il y avait aussi une agression verbale épouvantable. Je me sentais mal, parce qu'un petit morveux, on lui fait ça, et il y a juste du lait qui peut tomber de son nez,
il n'a pas été encore sevré, dire des grossièretés à quelqu'un qui peut être sa mère, sa sœur, quelqu'un de sa famille. C'est honteux. Je passe au 9 avril. 9 avril, avenue Habib Bourguiba. J'ai eu la grande chance, j'ai eu l'honneur d'être acceptée sur l'avenue. Les autres étaient sur l'avenue Mohamed V. Et mon Dieu, qu'est-ce que c'était génial! Quel bonheur de se faire tabasser. Tabasser directement par des milices. Il y avait 2 miliciens, j'ai les photos. J'ai encore les photos qui étaient entourés de, je ne vais pas dire flics, de policiers qu'on paye par nos impôts. Ces policiers-là, qui les regardaient m'agresser directement avec une caméra, qui prononçait mon nom. On te connaît, tu es Faiza Mejri. Et je ne voulais plus être Faiza Mejri. Je voudrais être quelqu'un d'autre, je voulais être quelqu'un d'autre. Mais j'étais quand même Faiza Mejri, je suis restée jusqu'au bout. Tu es de RTCI. Oui, oui, je suis de RTCI. Je le suis et j'avais peur. J'avais mal au ventre. Mais je crânais. Je crânais. Ben c'est bien de crâner. Et à un moment, ils ont commencé à m'envoyer, et quand je courais, vous savez, je ne suis pas vraiment un grand coureur, et vous l'avez compris, vous avez vu le reste d'ailleurs. Je courais, et je recevais directement des bombes lacrymogènes. J'en ai une encore à la maison en souvenir. On peut vous la montrer. Photo et rephoto. Et il y avait quand même, j'avais la chance d'avoir 2 personnes qui étaient là. Hachem Badra, avocat, qui lui a pris des photos. J'ai également des photos qui ont été prises par le président Ahmed Soueb, qui sont arrivés là et qui m'ont porté secours. Et puis j'ai eu aussi le grand bonheur d'écouter Serli Laraïf un jour. Il est sorti, et nous avons, là, ça c'est sérieux, il est sorti pour dire, vous savez, la fameuse chakwa du 9 avril, oubliez-la, qu'il oublie, lui, moi je l'oublie pas. Vous n'oublierez jamais, parce qu'il s'est passé le 9 avril, se passera demain et après-demain si on ne se met pas. Et il y a eu aussi une lajna. J'adore le mot lajna. Et les lajna après lajna sur les lajna. Sortez-les-nous, les lajna, s'il vous plaît. Donnez-nous les noms. Et pour terminer, le 25 mai 2014, au fait, dans tout ça, la Mini était toujours là et elle se faisait agresser. La Mini étant Arwa. C'est un peu mon bébé. Je la retrouvais comme une poupée de porcelaine. Elle était toujours là et on se tenait très fort. Pas le 10 janvier. On arrive au 25 mai 2014. Gasserine, tout était parfait. Il y avait un procès. En sortant, il y avait Rabia Gharsalli, et Ezer Mnasri, 2 journalistes qui se sont fait prendre leurs appareils. C'était atroce. Et on les a battus à mort. Ils avaient des visages comme ça. Encore photo et rephoto. Mais il n'y a pas photo. Il n'y a rien eu. On a été déposé plainte. J'ai été déposé plainte non pas au niveau de la police. C'est la police qui m'avait battue. Arwa avait fait le film. Tu te souviens, Arwa? Et alors j'ai été voir directement le procureur de la République. Très gentil, adorable. Son bureau était grand. Il avait toutes les possibilités. Eh bien, on a porté plainte. Vous savez, on est retourné jusqu'à Gasserine.
On est passé devant un juge d'instruction. Mais si l'un de vous a une information, donnez-la moi. Point très important, j'ai été frappée sur ma tête et sur mon oreille. J'ai un déficit de soins. J'ai les papiers, j'ai tous les papiers au niveau de l'hôpital. Déficit de mon oreille, déficit de 65%. On m'a donné 15 jours ou un truc de ce goût-là. C'est pas grave, hein. 15 ou 30, je n'ai plus d'oreille. C'est peut-être mieux pour ne plus entendre. Alors, point extrêmement important. On n'a jamais été invité à venir en reparler. Et cerise sur le gâteau, les Khwanjia, je les appelle par leur nom, les Khwanjia se sont immiscés au niveau de RTCI et je n'ai plus eu à travailler. Madame, vous êtes sortie vous êtes à la retraite, vous n'avez plus le droit de produire. Je vous demande à tous, est-ce qu'il y a un âge où l'on ne doit plus produire? Je reste avec des douleurs à l'âme. Et je voudrais vous dire que ma plus grosse douleur, à vous tous, et c'est entre vos mains, je vous le demande, il y a la mémoire de ce pays qui est parti en morceaux. Et c'est pour cette cause que j'ai été agressée psychologiquement à la radio. Tous nos documents sont partis. Il n'y a plus rien de ce qui est ancien au niveau de RTCI. Et j'ai les documents pour vous les montrer. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci فايزة. فايزة ساعة هي حطت مسؤولية كبيرة برشا على كتافنا وطلبت منا ولا والله معناتها بلغة أخرى الثقة كان فينا لمحاربة إفلات بالعقاب في خصوص الناس اللي أجرمت اللي قتلت واعتدت وكسرت أدوات الصحفيين وإلى هذا اليوم هاكم تشوفوا في التواريخ تتمادى من 10 جانفي 2011 إلى 2015 معنا حد في الشهادات قام قال راهو أنا اليوم بردت وتهنيت وراهو ملفي خدا مجراه.